D'abord, un grand merci à Medpan pour l'organisation de ce webinaire qui nous donne l'occasion de présenter ce travail et donc le guide méthodologique des suivis de la pêche que nous avons rédigé avec Élodie Rouanet qui est à côté de moi. Je suis Laurence Lediréac du GIS Posidonie qui est basé à l'Université d'Aix-Marseille et qui réalise de la recherche appliquée en environnement marin, des inventaires d'espèces, des suivis, notamment dans les aires marines protégées de Méditerranée. C'est une structure qui réalise des suivis depuis plus de 40 ans maintenant. Et nous avons donc à partager un savoir-faire, des méthodologies, et c'est ce que nous avons fait en réalisant ce guide. Le GIS Posidonie réalise des suivis de la pêche depuis 20 ans dans les aires marines protégées de Méditerranée française. Et voilà, nous avons participé à des suivis dans le cadre de projets nationaux et internationaux qui nous ont fait beaucoup progresser sur les approches méthodologiques, qui nous ont permis de développer des aspects pratiques des suivis scientifiques et de l'échantillonnage des pêcheries. Quand je parle de pêcherie, je parle à la fois de pêche artisanale, côtière, et de pêche de loisirs. Donc, en rédigeant ce guide, nous avons vraiment tenté de partager cette expérience pour aider les gestionnaires d'aires marines protégées dans la collecte de données. Alors, pourquoi acquérir des données sur les pêcheries dans les aires marines protégées? Et bien évidemment parce qu'actuellement, on arrive à un contexte assez critique pour les ressources marines et en particulier les espèces qui sont exploitées par la pêche, toutes les formes de pêche. Il y a un très fort développement de la pêche de loisirs en Méditerranée depuis plusieurs décennies déjà, mais il semble que cela s'accélère et que ces activités rencontrent beaucoup de succès, particulièrement à la côte. Nous constatons aussi un manque de données important sur la pêche et ce sont aussi des recommandations qui sont faites par les organismes internationaux comme la FAO et le GFCM. Étant donné que les ressources sont en train de décliner, nous devons nous appliquer à collecter des données et spécialement des données sur la pêche artisanale, les petites pêches côtières et cette pêche de loisirs que nous connaissons mal, bien qu'elle soit couramment observée sur nos côtes. Alors pourquoi s'adresser aux aires marines protégées et à leurs gestionnaires dans le cadre de ce guide? Eh bien parce qu'on se rend bien compte que même si les données de pêche sont le plus souvent collectées par l'État, dans les différents États qui bordent la Méditerranée, eh bien, les gestionnaires d'aires marines protégées ont besoin de collecter ces données à une autre échelle, plus proche de la gestion, qui correspondent mieux aux questions qu'ils se posent. Et les données dont ils peuvent disposer au niveau national ne sont pas toujours adaptées pour pouvoir prendre des mesures de gestion aux bonnes échelles. Des protocoles, des outils ont été déjà bien développés partout en Méditerranée, hein, nous en sommes bien conscientes. Ce n'est pas un guide révolutionnaire, il y a d'autres voies, nous savons que beaucoup de gens travaillent sur ce sujet, mais nous pensons que ce à quoi nous avons eu accès grâce à plusieurs projets nationaux et internationaux peut être partagé pour le bénéfice du poisson, de la ressource et de nos préoccupations à l'égard du maintien de la pêche artisanale sur les côtes méditerranéennes. C'est aussi l'un des objectifs de Medpan, Pierre Vigne vient de le rappeler. Et en fait, ce guide est vraiment aussi fait pour motiver les gestionnaires d'aires marines protégées à acquérir ces données en ayant une sorte de catalogue qui leur montre
quel type de données peuvent être acquises et de quelle manière. Ce travail qui est rassemblé dans le guide doit être aussi un outil pour pouvoir faire des sessions de formation, pour réfléchir en équipe sur ce qui est faisable à l'échelle de chaque aire marine protégée et pour acquérir davantage de connaissances sur la pêche, sur des connaissances qualitatives mais aussi quantitatives et sur les types de suivi qui peuvent être mis en place pour mieux connaître la pêche professionnelle comme la pêche de loisirs autour et dans les aires marines protégées. Donc, l'objectif du guide, c'est de proposer une sélection de protocoles standardisés, c'est-à-dire qui peuvent être comparables d'une aire marine protégée à l'autre, qui proposent des métriques de suivi, des variables, l'objet de ces suivis, et que ces métriques soient comparables entre les différentes aires marines protégées. Cela devrait permettre à terme de mieux échanger l'expérience à travers ces suivis, de pouvoir aussi comparer des données, évidemment quand c'est pertinent, et donc d'augmenter nos connaissances de la pêche à l'échelle de la Méditerranée. En tout cas, dans le milieu côtier. Nous ne parlons jamais ici de pêcherie du large ou de pêche industrielle. Alors, d'où proviennent en fait toutes ces connaissances? C'est un résumé de travaux, d'informations que nous avons pu collecter dans des ouvrages, dans des publications scientifiques, dans d'autres guides qui ont été développés notamment en France, et dans des rapports qui sont bien souvent issus de la littérature grise, comme on l'appelle, qui ne sont pas nécessairement publiés à l'international, qui sont souvent aussi des livrables de projets qui ont été réalisés en France ou en Méditerranée nord-occidentale et qui pourraient être vraiment d'intérêt pour d'autres sites en Méditerranée. Ces méthodes et les outils de suivi qui ont été développés depuis les années 2000 par le GIS Posidonie, eh bien, ils ont été essentiellement mis en place et développés dans les aires marines protégées de Port-Cros, de Scandola en Corse, et puis dans d'autres suivis qui ont été menés par le GIS Posidonie. Ce que nous voulons, c'est des protocoles de suivi qui sont éprouvés, qui ont déjà été appliqués et qui répondent à des objectifs de gestion de ces aires marines protégées. Nous avons rassemblé aussi des protocoles qui sont vraiment opérationnels et qui peuvent être mis en œuvre par les gestionnaires ou entièrement mis en œuvre par eux-mêmes ou avec leur contribution. Donc, il y a différents niveaux de difficulté dans ces différents protocoles. Et il faut que chacun arrive à situer ce qu'il est capable de faire ou d'adapter dans son aire marine protégée. Ce sont des protocoles qui sont adaptables à d'autres régions et qui sont scientifiquement corrects. Vraiment, notre objectif, c'est d'inviter les gestionnaires à regarder d'un peu plus près les activités de pêche, à ne pas hésiter à collecter des données, des photos, des films. Ce ne sont pas forcément des données scientifiques issues de la science très dure, comment dire, des données très scientifiques. Ça peut être simplement des témoignages, des enquêtes qui sont réalisées auprès des pêcheurs et des informations qu'on peut collecter au fil du temps et qui renseignent la pêche en général. Alors, ce guide n'est pas un traité ou une encyclopédie sur la pêche. Ça n'est pas non plus un guide statistique appliqué au traitement des données issues de la pêche. Ce n'est pas non plus un guide d'analyse de données, ni un guide pour prendre des décisions au niveau de la gestion.
Ça n'est pas non plus un tableau d'indicateurs, mais le guide peut servir tous ces objectifs et être utile à remplir toutes ces tâches pour mieux connaître les pêcheries et mieux gérer les aires marines protégées. Donc, notre objectif, c'est de proposer et ordonner des méthodes qui sont plus ou moins faciles à mettre en place et chacun jugera comment il est capable de le faire. Les données qui résultent de ces différents protocoles sont décrites et on va voir un petit peu plus loin quel type de données et de métriques de suivi sont issues de ces différents protocoles. Alors, comment l'utiliser, ce guide? Eh bien, les informations qui sont les informations utiles à mieux comprendre la pêche, ce sont les questions que nous nous posons tous quand nous arrivons dans un nouveau site. Qui est en train de pêcher? Qu'est-ce qu'il pêche? Où pêche-t-il? Quand et comment? Donc, les données et les connaissances que l'on veut acquérir, elles portent sur les pratiques de pêche, sur ce que nous appelons les pressions, sur les impacts de la pêche, sur les peuplements de poissons ou d'invertébrés. Ce sont aussi des connaissances sur l'opinion des usagers ou bien des connaissances sur le contexte social ou économique qui sont utiles à la bonne compréhension des pêcheries côtières méditerranéennes. Ça nous conduit donc à étudier ce que nous appelons l'effort de pêche, les captures, les aspects socio-économiques et aussi les représentations ou les perceptions qu'ont les usagers dans le cadre de leurs activités de pêche. Il s'agit donc d'adapter le niveau de suivi aux besoins et aux ressources dont disposent les gestionnaires d'aires marines protégées. Ça a été notre souci en rédigeant ce guide. Donc, on commence par, en général, l'étude d'un site par des comptages de fréquentation qui concernent le type de pêche que l'on veut étudier. Ça, c'est le niveau de base, essayer de savoir combien de pêcheurs et où sont ces pêcheurs. Il y a des niveaux complémentaires de plus en plus poussés qui permettent de connaître mieux la répartition de l'effort de pêche, par exemple, c'est le niveau 2. Ça comprend l'étude de la répartition des engins ou des techniques qui sont utilisées pour caractériser cet effort de pêche, l'identification des captures de certaines espèces d'intérêt halieutique. Les niveaux complémentaires, c'est de caractériser beaucoup plus précisément les captures, en particulier les espèces cibles de la pêche, ou d'étudier carrément ces captures en les quantifiant, en mesurant les captures, en évaluant des rendements en biomasse ou en abondance dans les captures et donc suivre encore plus en détail les tailles ou la qualité de ces captures. Les niveaux complémentaires, ce sont des informations qui portent davantage sur les perceptions, l'histoire des pêches, des données contextuelles qui viennent compléter ces données quantitatives que l'on peut acquérir avec les premiers niveaux d'informations collectées. Il y a donc toujours moyen d'ajouter évidemment de la connaissance. Alors, comment utiliser un protocole? Comment choisir un protocole adapté? Eh bien, on propose dans le guide 3 voies. D'abord, je suis en train d'observer une activité de pêche professionnelle ou de loisir. Je l'observe depuis la côte ou bien depuis la mer. Deuxième possibilité, j'ai un bateau, j'ai des moyens à la mer ou je n'en ai pas. Ça peut déterminer mon choix d'un protocole. Troisième voie, j'ai différents objectifs de gestion dans mon aire marine protégée et je veux atteindre un de ces objectifs. Et pour arriver à choisir un protocole, nous avons fourni des arbres de décision. Alors, dans le cadre de la première approche,
le choix entre activité de pêche professionnelle ou pêche de loisir. Prenons l'exemple de l'approche et de la connaissance de la pêche professionnelle, pêche artisanale, côtière, hein, on parle toujours de ce type de pêche. Eh bien, on peut commencer par étudier cette pêche professionnelle, soit sur le bord ou bien en mer. Si on choisit de l'étudier près du bord, on va pouvoir échantillonner soit la pêche à pied, soit d'autres activités de pêche telles que la sème de plage, ou bien la chasse sous-marine, ou bien des pêcheries qui sont basées sur des engins qui sont attachés au bord, des pièges ou bien des engins fixes. Si on étudie la pêche qui se situe près de la côte, mais en mer, à ce moment-là, on va plutôt échantillonner les filets, les palanques, ou bien les pièges, ou bien la chasse sous-marine qui se pratique loin du bord. Donc, on peut ainsi aborder ces questions d'évaluation de la pêche, soit en faisant des comptages directement soi-même, soit en réalisant des enquêtes par questionnaire, soit en faisant appel à des données qui sont collectées par les pêcheurs eux-mêmes. Si on aborde cette question du choix des protocoles à partir des moyens dont on dispose, moyens à la mer, on dispose d'un bateau ou non, on peut à ce moment-là essayer de choisir entre des protocoles qui sont plutôt axés sur l'évaluation de l'effort de pêche à partir d'un bateau. On compte les bateaux qui sont en train de pêcher, on compte les engins ou on compte les signaux de surface de ces engins de pêche qui sont disposés dans l'aire marine protégée ou autour. On peut aussi, en ce qui concerne la pêche de loisirs, essayer de compter les pêcheurs de loisirs, le nombre de bateaux, le nombre de pêcheurs ou le nombre d'engins. On peut compter les trois en même temps en se déplaçant dans l'aire marine protégée à l'aide d'un bateau. On peut aussi essayer d'évaluer les captures ou bien l'effort de pêche de ces différents pêcheurs qui sont à la côte. Si on n'a pas de bateau, eh bien, on travaille sur des efforts de pêche en comptant les engins, en comptant les bateaux à partir du bord. C'est possible aussi. On peut travailler sur des évaluations d'efforts de la pêche professionnelle ou des captures en échantillonnant ces captures au retour dans les ports. On peut travailler sur des approches sur l'effort et les captures en embarquant avec les pêcheurs professionnels lors de leur journée de pêche et on observe directement les captures qu'ils font et on a aussi le temps de collecter des informations sur leurs activités de pêche en général. Donc voilà, c'est un exemple d'utilisation de ces arbres de décision qui permet de réfléchir en fait, d'essayer de contourner, de définir le champ accessible avec les moyens dont on dispose pour aborder ces différents protocoles qui sont proposés. J'en viens à la troisième manière de réfléchir pour pouvoir choisir un protocole en fonction des objectifs de gestion des aires marines protégées. C'est évidemment là-dessus que nous avons centré le travail dans ce guide, en se disant que tout le monde ne poursuivait pas tous ces objectifs, mais qu'au moins quelques-uns étaient intéressés ou pouvaient intéresser les gestionnaires. Et que pour cette raison, en proposant une approche par objectif de gestion, on avait des chances de pouvoir répondre à toutes les questions que se posaient les gestionnaires en matière de protocole à apporter. Donc, nous avons sélectionné un certain nombre d'objectifs de gestion et qui sont la conservation de la biodiversité,
le maintien d'usages durables, l'acceptation des aires marines protégées, etc. Vous l'avez sur la diapositive. Chaque arbre de décision correspond à un objectif spécifique de gestion. Chaque objectif de gestion nous mène à des objectifs et à des critères et à des protocoles successivement. Et les protocoles sont déclinés et précisément décrits dans des fiches méthodologiques. C'est le deuxième volume de ce guide méthodologique. Alors, nous avons pris un exemple, cet objectif numéro 1 qui est maintenir des ressources durables. On peut avoir, on a donc un arbre de décision qui concerne la pêche professionnelle et on a 4 colonnes, une qui correspond aux objectifs de gestion, l'autre a des objectifs de gestion un peu plus précis. La troisième colonne correspond aux métriques qui sont développées, qui sont là des métriques d'impact. Nous allons revenir sur ce qui est mesuré, ce sont les métriques. Et enfin, la dernière colonne qui correspond au type de protocole qui concerne la pêche professionnelle qui sont proposés. Donc, ces protocoles, je vais décrire seulement ceux de la pêche professionnelle. Ça peut être donc des embarquements à bord des bateaux de pêche. Ça peut être des débarquements. Ça peut être l'utilisation de carnets de pêche ou de fiches de pêche déclaratives qui sont remplies par les pêcheurs professionnels eux-mêmes, qui peuvent être traitées a posteriori. Ça peut être donc pour aboutir à ces différents types de protocoles. Ces différents types de protocoles répondent aussi à différents objectifs de gestion. Donc, on retrouve par exemple les embarquements à la fois pour répondre à l'objectif de maintenir des ressources et des populations d'espèces cibles, mais on les retrouve aussi pour augmenter la biomasse, dans l'objectif d'augmenter les biomasses de ces espèces cibles en comparaison à un niveau que l'on estime de référence. Je poursuis à propos de ces arbres de décision. Pour un même objectif de gestion, on peut donc aussi vouloir enquêter sur la pêche de loisirs. C'est le cas pour le maintien de ressources durables. Donc, dans le cas de la pêche de loisirs, on a un autre arbre de décision qui nous permet également de proposer différents protocoles qui ont l'air de ressembler à ceux qui sont pratiqués pour mieux définir et mieux connaître la pêche professionnelle, mais qui conduisent à des résultats, des mesures qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, des captures qui concernent les espèces de la pêche de loisirs ici, dans la colonne numéro 3, ce sont des pavés qui sont indiqués en jaune. On arrive ainsi à des captures, des évaluations de rendement qui répondent aux différents objectifs de gestion qui sont déclinés dans la colonne précédente. Alors, nous avons ainsi pu réaliser plusieurs arbres de décision. Il y a 3 arbres de décision qui apportent de l'information sur des métriques d'impact. Voilà. Dont les 2 premiers que je viens de vous décrire. Il y a 4 arbres de décision qui répondent aux métriques de pression. Et puis, nous avons 2 arbres de décision qui conduisent à des métriques et des mesures de ce que l'on appelle les pratiques de pêche en général, qui décrivent ces pratiques de pêche plus en détail et qui répondent à d'autres objectifs de gestion comme le développement et le maintien d'usages durables.
En ce qui concerne les d'autres objectifs de gestion qui sont établir des structures de gestion durables, des stratégies de gestion, on a besoin de métriques qui sont liées à l'opinion des pêcheurs. C'est-à-dire qu'on va enquêter et leur demander leur avis sur la manière dont est gérée l'aire marine protégée en ce qui concerne la pêche. On va formuler des questionnaires qui vont répondre à toutes ces questions. Enfin, les protocoles basés sur des métriques socio-économiques sont également proposés. Donc, ils répondent à d'autres préoccupations de gestion, le maintien et le développement d'usages durables ou une meilleure acceptation des aires marines protégées. Voilà, donc 15 arbres de décision conduisent à des protocoles qui sont organisés en différentes catégories. Ces catégories vont être décrites en même temps que les fiches et les différents protocoles sont listés. Ça peut être des comptages au centre de la marguerite là, qui est présentée dans le schéma. On définit l'activité et sa répartition. Ça peut être des protocoles qui relèvent plutôt de déclarations, de remontées d'informations qui proviennent des usagers. Ça peut être des suivis d'activités, des forts et des captures, de la perception ou bien de la documentation, parce qu'il y a quand même accès à des tas d'informations qu'il convient d'utiliser, évidemment, si on le peut, dans le cadre de chaque aire marine protégée. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Élodie qui va vous décrire plus précisément comment sont organisés et présentés ces 35 protocoles qui sont sous forme de fiches dans le deuxième volume de ce guide. Donc, ces 35 protocoles ont été organisés et classés selon les 6 catégories que Laurence vient de vous présenter. Donc, les comptages, les activités, les suivis de capture, etc., etc. Donc, nous avons voulu vous proposer des fiches qui soient synthétiques, courtes et claires. La plupart sont sur un format 2 pages recto verso, parfois un peu plus longue, mais on a voulu être très synthétique. L'idée était de vous proposer un outil de travail. Donc, je vais vous présenter un peu comment sont ordonnées les différentes cases de chaque fiche. Tout d'abord, en haut, vous avez un pictogramme, vous allez reconnaître, qui rappelle la catégorie du protocole auquel se réfère cette fiche. Ensuite, sur la partie en haut à droite, nous avons mis un niveau de difficulté de la mise en œuvre du protocole proposé sur une échelle de 1 à 3, 1 étant un protocole relativement facile à mettre en œuvre et le 3, un protocole qui est plus difficile. Ici, au centre, vous avez le nom du protocole avec un titre clair et synthétique. Et puis, sur le reste de la fiche, vous allez avoir différentes rubriques en vert. La première concerne les objectifs recherchés et les résultats attendus auxquels le protocole va pouvoir répondre. Donc, on a listé un certain nombre d'objectifs et de résultats attendus. Les principaux, ce n'est pas exhaustif, mais vous avez ici les principaux. Ensuite, vous avez les conditions d'application du protocole qui rappellent les conditions indispensables et préférables en fait pour pouvoir mettre en œuvre ce protocole. Souvent, se réfère à est-ce qu'il est nécessaire d'avoir mis en place déjà une charte pêche, prise de contact avec les usagers, les pêcheurs professionnels et les pêcheurs de loisirs ou leurs représentants.
Voilà, c'est des points de cet ordre-là. Ici, vous avez des remarques liées au protocole qui précisent essentiellement les points limites du protocole et les points où il va falloir relever une attention particulière. Et enfin, les activités concernées par le protocole, les pratiques, les catégories ou les métiers de la pêche professionnelle. Ensuite, vous avez un pavé qui est la description du protocole. C'est la partie centrale de chaque fiche. Au sein de ce protocole, vous avez chaque étape de la mise en œuvre du protocole est détaillée de façon chronologique avec une idée de progression. Parfois, pour certains, vous allez pouvoir trouver certains points un peu naïfs, un peu basiques. Nous avons pris le parti pris que nous n'avons pas tous la même connaissance et la même aisance pour travailler sur la pêche professionnelle ou la pêche de loisirs. Et donc, ces fiches-là ont été rédigées dans l'idée qu'une personne qui débute dans un travail autour de la pêche puisse avoir toutes les informations essentielles pour pouvoir comprendre et pouvoir utiliser aisément ces fiches. Donc, la suite du protocole sur un verso. Ici, vous avez la mise en œuvre, les points de mise en œuvre de la fiche avec des remarques qui vont vous permettre de porter une attention particulière, les points à éviter et les points qui vont vous garantir un succès. Nous vous conseillons de lire cette partie assez rapidement de manière à anticiper des étapes de mise en œuvre du protocole. Ici, nous rappelons dans quel contexte d'unité d'échantillonnage spatial et temporel s'inscrit le protocole. Et ici, vous avez une liste non exhaustive des retours d'expérience avec la liste d'aires marines protégées qui ont déjà mis en place ce protocole. Et cela peut vous inviter à prendre contact avec ces gestionnaires pour pouvoir discuter sur la mise en œuvre, les points de facilité ou les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Ici, vous avez la liste des difficultés, des avantages et des difficultés de la mise en place de ce protocole, aussi bien au niveau de sa réalisation que de l'analyse de la donnée, de la collecte et de l'interprétation. La liste du matériel nécessaire pour réaliser ce protocole et puis une estimation des coûts. Ici, nous avons voulu donner un ordre de grandeur sur l'estimation des coûts qui va de 0, par exemple, si vous réalisez vous-même en régie ce protocole à 3 signes euros, pardon, pour indiquer un coût élevé de l'action. Les procédures administratives et légales propres à chaque pays auquel il faut penser en amont pour pouvoir réaliser le protocole. Un exemple peut être une autorisation délivrée par les affaires maritimes pour pouvoir embarquer sur un bateau de pêche professionnel. Ici, un exemple de type de résultats obtenus et des métriques que l'on va pouvoir collecter et analyser à la suite de ce protocole. Et enfin, une dernière page où vous avez une liste de références bibliographiques qui vous permet, si besoin, vous pouvez consulter ces documents. Certains sont en français et d'autres sont en anglais.
et il va vous permettre de rentrer un peu plus dans le détail d'un protocole, d'un point particulier. Nous avons voulu au maximum fournir dans ces fiches des outils clés en main, des fiches de protocole, des questionnaires, des fiches de terrain qui sont dérivées de l'expérience du GIS Posidonie et pour beaucoup des programmes européens, nationaux et internationaux auxquels nous avons participé en Méditerranée nord-occidentale. Voilà, alors, nous avons fait beaucoup d'erreurs nous-mêmes, donc c'est quand même dérivé de l'expérience et ces petits conseils que nous avons essayé de glisser dans les fiches, c'est vraiment pour vous faire gagner du temps et parce que nous-mêmes, on s'est trompé, on a perdu du temps, on a pu faire des erreurs et nous pensons que ça peut être vraiment utile de partager cette expérience. En suivant donc ce processus, depuis les objectifs de gestion jusqu'au choix d'un protocole, puis mesures obtenues, on arrive donc peut-être à apporter des connaissances suffisantes pour améliorer la performance de gestion. Les différentes métriques qui sont obtenues de pression, d'impact, d'opinion, de pratique et socio-économique, ce sont quand même les 5 grandes catégories, doivent permettre d'avancer et de vraiment organiser la connaissance qu'on aura collectée sur les pêcheries. Alors, bien sûr, il y a sans doute parmi vous des gens qui sont experts dans ce domaine, qui ont déjà commencé à collecter de la donnée dans le cadre de suivi pêche, mais peut-être d'autres n'ont pas commencé. Donc, l'objectif de ce guide, c'est bien d'inciter à acquérir des données. Nous pensons que, bon, évidemment, dans certains cas, ce travail n'a pas pu commencer parce que tout d'abord, il fallait travailler, et ça a été le cas dans les aires marines protégées françaises, à la description, à la connaissance des milieux, des habitats et des espèces, et que les objectifs de conservation sont souvent passés en premier dans la connaissance. Et bien souvent maintenant, on commence à s'intéresser aux impacts et aux pressions dont fait partie la pêche. Donc, les pêcheries sont aussi bien souvent dans beaucoup de pays un domaine qui est réservé aux services de l'État ou à des agences spécialisées. Et il est parfois difficile d'obtenir des fonds pour collecter de la donnée ou réaliser des suivis de la pêche. Donc, ça explique aussi le retard que nous avons dans ce type de collecte de données. C'est aussi parce que autrefois, la pression était peut-être moins importante de la part des différents modes de pêche, mais que cette question est devenue de plus en plus importante et on voit bien que nous sommes davantage sollicités sur de la collecte de données et des protocoles concernant la pêche. Voilà, ce que nous voulons faire passer comme idée, c'est que chacun à son échelle et avec les moyens dont il dispose peut commencer à collecter de la donnée, peut participer à cette acquisition de connaissances, y compris en faisant des choses très simples, en prenant des photos régulièrement et en accumulant ces données, en les mettant de côté pour le jour où ils pourront être accompagnés ou avoir les moyens de réaliser des suivis plus importants. Je voudrais ajouter quelques dernières recommandations. L'échantillonnage et la mise en place de protocoles, c'est toujours un compromis. Il faut commencer par se poser les bonnes questions. Quelles sont les questions auxquelles vous voulez répondre en mettant en place un suivi de la pêche? C'est important de les écrire, de les discuter en équipe et de bien poser ces questions de façon à pouvoir mieux définir les protocoles qu'il va falloir mettre en place. Je voudrais rappeler aussi que la théorie de l'échantillonnage, les analyses statistiques qui sont indispensables pour aller plus loin dans l'analyse des données
ce sont des champs scientifiques et que les équipes de gestion ont besoin, et chaque fois qu'elles le peuvent, il faut qu'elles puissent s'entourer d'équipes ou de partenaires scientifiques pour valider les protocoles, pour assurer qu'elles vont bien dans la bonne direction et pour ne pas perdre du temps en ayant collecté des données qu'on ne pourra pas utiliser par la suite pour différentes raisons, mais qui sont liées à la manière dont elles ont été collectées. Donc, nous pensons que nous pouvons tous collecter de la donnée ensemble et que gestionnaires, décideurs peuvent déjà démarrer ce type d'acquisition en espérant que voilà, ce guide inspire, donne des idées sur ce qu'il est possible de faire chacun à l'échelle de son territoire. Enfin, nous pensons que la collaboration est vraiment une des clés de réussite de ce type de suivi parce que ça demande quand même beaucoup de travail en général d'aller acquérir de la donnée en mer. Ces collaborations, elles sont évidemment à mettre en place quand c'est possible avec des équipes scientifiques locales, mais aussi avec les pêcheurs professionnels, avec aussi les pêcheurs de loisirs qui sont parfois experts, très experts dans leur domaine, qui connaissent bien les espèces, qui connaissent leur comportement et qui peuvent apporter énormément de connaissances pour la pêche et sur les espèces cibles. Aussi, collaborer le plus possible avec les autorités, les entités légales compétentes. Et c'est tous ensemble que nous arriverons à mieux gérer la pêche en Méditerranée. Donc, nous pensons que chacun peut participer, chacun à son échelle, avec ses connaissances. On a vraiment besoin de données, on a besoin de bonnes données, et on a besoin de données au long terme, parce qu'on doit répondre maintenant à des enjeux dans un contexte de changement global qui nécessitent que nous ayons des zones de référence et des états de référence. Et plus la donnée est collectée au long terme, plus il est possible ou facile, accessible de pouvoir comprendre les évolutions et les enjeux actuels. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole maintenant à Pierre pour les questions.